Bonjour, merci. Je doute de réussir à être aussi clair que mon prédécesseur. Je vais essayer de vous présenter en fait les différentes clés d'entrée des archéologues dans les travaux sur le paysage. Donc se sont associés à moi effectivement un certain nombre de chercheurs qui sont directement investis dans ces problématiques. Voilà. Alors on a en gros 4 clés d'entrée dans les travaux des archéologues sur les temps pléistocène et holocène. Le premier, des archéologues, pardon, les paléo-environnementalistes, le premier, c'est l'étude des transformations des paysages au cours du temps, essayer de reconstituer les dynamiques végétales, notamment dans toute leur complexité. Et puis, on est aux premières loges en fait, pour pouvoir mesurer l'impact anthropique sur les paysages, notamment avec le développement des premières sociétés agropastorales, hein, qu'on nomme poétiquement la néolithisation. Plus récemment, on essaye de travailler sur des notions d'anthroposystème et notamment sur les temporalités circulaires des chasseurs-cueilleurs, des agriculteurs, comment les hommes et les femmes se sont inscrits dans les cycles, les différents cycles naturels qu'on peut percevoir. Et puis enfin, quelque chose qui est particulièrement non négligeable par leur impact écologique, c'est les structures et les techniques impliquées dans l'exploitation de l'environnement et puis les réseaux économiques. Je resterai un peu plus discret sur les constructions symboliques parce que c'est un domaine dans lequel on est relativement peu impliqué. Alors la première chose sur laquelle on travaille, évidemment, c'est la reconstitution des dynamiques végétales depuis au moins l'Holocène dans notre laboratoire, tout plus particulièrement, où on voit en fait à la steppe périglaciaire, on voit se succéder différents types de végétation. Des types en fait, qui parfois ont totalement disparu, comme les grands bois de noisetiers au cours du temps. Et puis peu à peu émerge la pression anthropique et l'intervention de l'être humain. Alors on a des outils, on essaie de développer des outils un peu particuliers, notamment pour corriger la pollinisation particulière de certaines espèces. Et vous voyez par exemple à gauche dans les diagrammes les pollens qui sont décomptés, si vous voulez. Là c'est un exemple du bassin parisien. Et à droite, par des travaux de modélisation, on a des changements de perception qui permettent de corriger notamment des espèces, vous voyez, comme le corylus, comme le noisetier, qui a une tendance à polliniser relativement de manière importante. Pardon. Alors notre laboratoire peut s'enorgueillir de plus de 500 analyses paléobotaniques réalisées depuis plus de 40 ans et qui ont été classées récemment dans une base de données qui permet en fait des interrogations multiples, mais qui permet aussi une connexion avec des bases de données nationales et internationales pour essayer de reconstituer la dynamique notamment de ces végétations. Pour vous donner un exemple, par exemple, vous avez la diffusion du hêtre, qui est quelque chose de relativement récent dans l'Ouest. Cet outil informatique permet de générer des séries de cartes qui nous permettent de voir la progression de certaines espèces dans l'Ouest de la France. Et puis arrivent évidemment les hommes et les femmes de la préhistoire, avec un impact qui est de plus en plus marqué sur les paysages. Donc c'est dès le néolithique ancien, c'est-à-dire au 6e millénaire pour la France, pour l'ouest de la France, c'est autour de 5000. On a un impact en fait des espèces cultivées qui est au début extrêmement ténu et très très lié aux sites archéologiques eux-mêmes. C'est-à-dire que l'environnement hors des sites archéologiques semble relativement peu impacté par l'irruption de ces agriculteurs et de ces pasteurs. Et puis il faut attendre le début de l'âge du bronze, presque 3000 ans après la néolithisation, l'arrivée de l'agriculture, pour percevoir un effet significatif de l'anthropisation sur les paysages. L'accroissement des activités et notamment l'ouverture du milieu semble acquise à la fin des âges des métaux ou à l'époque des Gaulois, pour dire les choses rapidement. Et puis avec l'Antiquité, la diversification des cultures se fait sentir, cette fois à la fois à proximité des habitats, mais également dans l'environnement un peu plus éloigné. Alors, les travaux qu'on arrive à mener en couplant notamment les données sur les pollens et sur les charbons, c'est-à-dire les charbons nous montrant la consommation, si vous voulez, du monde végétal, on voit en fait des choses qui se disjoignent dans le temps, c'est-à-dire que on peut étudier des zones économiques très particulières.
Autre travail qu'on l'on mène régulièrement actuellement, c'est ce travail sur ce qu'on appelle les temporalités circulaires, que ce soit celles des chasseurs-cueilleurs et des agriculteurs, quelque chose qui est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre parce qu'effectivement, tous les phénomènes qu'on observe ici dépendent de notre contrôle du temps. Et on travaille notamment en particulier grâce à la sclérochronologie sur les coquilles de mollusques qui ont été consommées par ces hommes et ces femmes, par ces chasseurs-cueilleurs. On essaie de travailler sur le cycle annuel. On essaie aussi de travailler sur l'usage des techniques parce que les techniques sont à l'interface entre l'homme et l'environnement. Et puis plus généralement, on travaille sur les structures économiques et sociales et leurs liens avec les écosystèmes. Alors là, le danger des déterminismes est évidemment très important, mais il faut savoir que la biomasse qui est accessible et qui est consommable va effectivement entraîner des pratiques de mobilité différentes, va entraîner des types de stockage différents, va entraîner des types de hiérarchies sociales différentes, jamais sans aucun lien déterministe entre ces éléments. Alors, deux cadres aussi dans lesquels on essaie de travailler, c'est d'une part les types de modifications techniques et sociales sur une longue durée. Ça, effectivement, ça fait partie de la boîte noire des archéologues. Et puis, on essaye de travailler de manière plus récente sur les réponses humaines aux modifications brutales de l'environnement et du climat. Alors, un exemple de ces disjonctions des occupations humaines en fonction des environnements, c'est l'Europe de l'Ouest avant l'agriculture, où on a vraiment des types de sociétés radicalement différents entre la façade atlantique. Vous voyez tous les petits bubons rouges sur la carte de l'Europe, ce sont des types de sites coquillés, c'est-à-dire des habitats pérennes de chasseurs-cueilleurs qui se nourrissent quasi exclusivement de produits marins, et puis des écosystèmes intérieurs, continentaux, qui sont parcourus par des groupes plus mobiles, et donc une gestion des paysages qui est radicalement différente, avec des structures sociales extrêmement contrastées. Donc ça fait partie des principes forts qui sont actuellement mis en évidence. Et puis je vous parlais de temporalité courte. On a la chance, on a eu la chance par exemple récemment de pouvoir fouiller un de ces habitats côtiers qui était largement entamé par l'érosion et qui correspond intégralement au célèbre petit âge glaciaire de 8002 Calbipi Climatic Event, où on peut voir l'usage en fait de l'environnement par ces chasseurs-cueilleurs à une période critique de l'histoire des relations homme-milieu. Et puis je terminerai sur deux types de structures, deux types de techniques finalement qui ont un impact non marginal sur l'environnement, comme vous le voyez. C'est d'une part les pêcheries et disons l'optimisation des systèmes de prédation, pour parler en anthropologue, et puis d'autre part, autre technique, les bocages, qui, comme vous le savez, ont un impact plus qu'important sur la structure même des paysages. Alors pour le littoral, il y a des programmes actuellement, notamment un programme européen dans lequel beaucoup de membres du labo sont investis, qui est le programme Arc-Manche, et qui vise évidemment notamment à travailler sur l'usage de comment on appelle ça, de cette bande littorale par les peuples, que ce soit les peuples de chasseurs-cueilleurs ou des peuples agro-pastoraux. Et puis, les archéologues observent depuis une dizaine d'années une reprise extrêmement importante de l'érosion sur tous les littoraux. Et donc, on a des programmes de surveillance et de fouilles préventives de ces sites qui sont très largement attaqués par l'océan et puis également par l'érosion humaine. Alors ces pêcheries en fait prennent des formes extrêmement différentes tout au cours de l'histoire, avec des formes d'exploitation, des formes des techniques extrêmement différentes, et puis un lien avec l'environnement, un environnement qui est relativement agressif, donc des liens qui sont extrêmement forts et des évolutions qui sont tout à fait intéressantes à étudier parce que justement elles sont contrastées. Et puis deuxième technique qui a fait l'objet de beaucoup de travaux, c'est les bocages, l'érection des bocages, leur entretien, et puis tous les travaux qui ont été menés sur ces structures, avec les travaux notamment qui ont été menés sur d'expérimentation sur la pollinisation à côté, plus ou moins loin des talus. Et puis les travaux en fait, qui mêlent à la fois les travaux des naturalistes et des historiens sur les usages de ces bocages, ce que nous, on appellerait
en technologue, ce qu'on appellerait les systèmes de consommation de ces chaînes opératoires. Et effectivement, on se rend compte de l'impact non négligeable de ces techniques, de cette mise en coupe réglée du paysage dans l'ouest de la France, avec une biodiversité optimale qui est atteinte au cours du bas Moyen-Âge, hein, entre le XIIIe et le XVe siècle. Et puis, avec la mécanisation, avec le développement de l'agriculture industrielle, on a une régression de cette diversité. Et voilà ce que les archéologues et les paléoenvironnementalistes du CREA tentent d'apporter à la grande maison Ausure. Je vous remercie.